À Londres, l'année parlementaire s'ouvre avec faste et majesté. My lords, pray be seated. En perpétuant une tradition médiévale typiquement anglaise, les Britanniques paraissent oublier leurs racines françaises. Mr. Speaker, the Queen commands this honourable House to attend Her Majesty immediately in the House of... Les statues des figures fondatrices du pays foisonnent autour du palais de Westminster. La reine celte, Boadicée, en est la doyenne. Winston Churchill, Premier ministre et chef de guerre britannique. Richard Cœur de Lion, l'incarnation même du héros médiéval anglais. Défenseur du Christ, ami des pauvres et de Robin des Bois. Mais son cœur appartenait à la France. Roi d'Angleterre pendant 10 ans, il y vécut moins de 6 mois. Il ne parlait même pas l'anglais. Les mythes constituent la force fondatrice des nations. Pour les construire, l'histoire est déformée, façonnée, parfois au mépris de la vérité. Après tout, ce sont les hommes qui bâtissent les nations. Et ils peuvent aussi les anéantir. Nous sommes au début du XIe siècle, l'Angleterre semble courir à sa perte. Le seul fils du roi Henri Ier a disparu en mer, et le pays est confronté une fois encore au problème de la succession royale. Mathilde, la fille d'Henri, est désormais sa seule héritière directe, mais l'Angleterre n'a jamais été dirigée par une femme. Le trône est alors usurpé par son cousin Étienne de Blois, petit-fils de Guillaume le Conquérant. Le pays est immédiatement plongé dans une terrible guerre civile, où les partisans de Mathilde s'opposent à ceux qui refusent de voir une femme monter sur le trône. Cette guerre de succession a de tragiques conséquences. À travers toute l'Angleterre, la guerre civile fait rage. On ignore combien de victimes sont tuées au cours de ces innombrables affrontements et de ces batailles rangées. Dans tous les comtés d'Angleterre, les cadavres s'entassent sur les champs de bataille. Comme toujours, ce sont les plus pauvres qui endurent les pires souffrances. Les combats laissent place à la famine et au fléau de la peste. Les chroniqueurs anglo-saxons de l'époque racontent: on pouvait voyager une journée entière sans croiser âme qui vive. Le pays était ruiné, et l'on murmurait que le Christ et ses saints dormaient d'un profond sommeil. L'Angleterre a désespérément besoin d'un roi puissant. Et elle l'obtient par l'intermédiaire d'un mariage. Henri Ier a donné la main de sa fille au comte d'Anjou, Geoffroy Plantagenet. Celui-ci tire son nom de la branche de genêt qu'il porte à son chapeau. Grâce au droit héréditaire de Mathilde, la descendance du comte pourra prétendre au trône d'Angleterre. Leur union donne naissance à un fils, Henri, qui deviendra l'un des plus grands rois de l'histoire d'Angleterre. Alors âgé de 17 ans, son père lui lègue le duché de Normandie.
Un an plus tard, à la mort de Geoffroy, Henri adopte le titre de comte d'Anjou et hérite de la Bretagne que son père a autrefois conquise pour lui. Il ne lui reste plus qu'à trouver une épouse, de préférence richement dotée. Il choisit alors Aliénor d'Aquitaine. En plus d'être l'une des femmes les plus puissantes de l'Europe médiévale, elle est aussi parmi les plus belles. Malheureusement, Aliénor est déjà mariée, et qui plus est au roi de France, Louis VII. Mais celui-ci n'a rien d'un époux idéal, bien au contraire. Il la néglige, et qui plus est, la prive des fastes et du confort de la cour en la forçant à le suivre en croisade. À bord du navire qui emmène Aliénor et son mari en Terre Sainte, les chevaliers normands sont loin de se conduire en bons chrétiens. Ce style de vie ne convient pas à Aliénor et le mariage touche bientôt à sa fin. Répudiée en 1152, l'ancienne reine de France ne tarde pas à épouser celui qui deviendra un jour roi d'Angleterre. Aujourd'hui encore, elle repose aux côtés de son second époux. Ce mariage est extrêmement utile au roi Henri II. Cette union fait de lui un personnage de grande envergure, aussi bien en termes de richesse que d'influence. Il surpasse largement le roi de France qui ne se réjouit pas de cette nouvelle. D'autant plus qu'Aliénor était autrefois son épouse. Quoi de plus insupportable pour un homme que d'être politiquement éclipsé par le nouveau mari de sa femme répudiée? Pendant ce temps, Henri n'oublie pas que sa mère a été injustement écartée du pouvoir. Privé jusqu'alors de la couronne d'Angleterre, le jeune homme entreprend de la récupérer. Vieillissant et dépourvu d'héritier, Étienne de Blois ne demande plus qu'une chose, qu'on le laisse mourir sur le trône. Henri n'a pas longtemps à attendre. Le vieux roi s'éteint en 1154. Le 19 décembre de la même année, Henri et Aliénor sont sacrés rois et reines d'Angleterre. Il règne alors sur un empire qui s'étend des frontières de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. En comparaison, le territoire du roi de France paraît bien insignifiant. À la tête de cet immense domaine, Henri fait honneur à ses ancêtres normands. Il passe la majeure partie de son temps en Normandie. C'est une région idéalement située pour lui, à mi-chemin entre l'Angleterre et l'Aquitaine. Il est visiblement très fier de ses origines normandes. Il ordonne par exemple qu'on rédige pour lui l'histoire des ducs de Normandie qui l'ont précédé. Il entreprend également de faire restaurer les tombeaux de ses ancêtres. Fier de ses racines, Henri initie ses vassaux anglais à la culture française. Sous son règne, l'aristocratie boit du vin à table, et non de la mauvaise bière. De même, les banquets foisonnent de somptueux plats français, cuisinés et servis à la française. Les seigneurs normands traitent la culture anglaise avec un souverain mépris. Le vocabulaire utilisé pour les plaisirs de la table en est une parfaite illustration. Le vocabulaire français s'impose par exemple dans le lexique de la table. Le mot « pig », d'origine anglaise, désigne le cochon qu'on élève, tandis que le mot « pork », d'origine française, désigne la viande que l'on mange. Il existe la même distinction entre « cow », la vache qu'on élève, et « beef »,
qui vient du français bœuf, ou encore entre lamb, l'agneau en tant qu'animal, et mutton, le mouton qui désigne la viande que l'on mange. Cela montre qu'à l'époque, les Anglais élèvent le bétail et les Français le mangent. Grands spécialistes de la joute, les Français organisent de superbes tournois. C'est l'âge d'or de la chevalerie, dont les aristocrates normands importent les principes et l'apparat sur leur domaine d'Angleterre. Ils y amènent aussi les troubadours et leurs poèmes célébrant l'amour courtois. En échange de quoi, ils s'approprient un peu de la culture de leurs nouveaux voisins. En effet, ils n'hésitent pas à réinterpréter certains mythes de la tradition celtique. Ils reprennent ainsi à leur compte l'histoire d'un seigneur celte et de ses chevaliers. La légende du roi Arthur était née. Un point précis pose toutefois problème. Dans la légende celte, Arthur ne meurt pas. Il est simplement endormi et attend de pouvoir débarrasser son peuple des envahisseurs. À l'époque d'Henri II, les Normands incarnent les nouveaux envahisseurs. Ils entreprennent donc de modifier les anciens mythes à leur avantage. Ainsi, les guerriers celtes sont transformés en preux chevaliers normands. Henri sera le nouveau roi Arthur, mais pour cela il faut enterrer l'ancien. Comme par hasard, les moines de Glastonbury découvrent la sépulture d'un homme gigantesque, Arthur. Sa mort est désormais un fait établi. Le Pays de Galles était une nation bien avant l'époque de Guillaume le Conquérant. Mais sa fragilité venait d'une double menace, l'expansion territoriale de ses voisins et le manque de cohésion de sa population. Le roi Hywel, dit le Bon, a presque réussi à créer une unité nationale. Mais au Pays de Galles, il n'existe aucune lignée royale ininterrompue et reconnue de tous. Seule la religion donne un semblant d'unité au pays, car tous se rassemblent autour de Saint David, patron des Gallois. La cathédrale qui lui est dédiée est le centre incontesté de la religion galloise, mais elle est administrée depuis l'archevêché de Canterbury. De même, les princes de Galles doivent savoir se tenir à leur place. Si le roi d'Angleterre décidait d'envahir le Pays de Galles, il ne fait aucun doute que tôt ou tard, les rois gallois reconnaîtraient sa suprématie, se soumettraient à son autorité et lui paieraient un tribut. Ils l'ont déjà fait du temps des rois anglo-saxons, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne recommencent pas avec les Normands. Guillaume le Conquérant l'a clairement montré en son temps. En 1081, 15 ans après la conquête de l'Angleterre, il traverse le sud du Pays de Galles pour accomplir un pèlerinage éminemment symbolique à la cathédrale Saint-David. Là, il négocie avec un seigneur gallois nommé Rhys ap Tudor, qui accepte de lui verser chaque année une sorte de loyer, un tribut. Celui-ci sera parfois payé en bétail, parfois en or. Les documents de l'époque parlent d'une somme de 40 livres par an. C'est une façon pour le prince gallois de prouver sa loyauté et de montrer au roi d'Angleterre qu'il accepte son autorité. Généralement, le roi n'en demande pas plus et il veille simplement à ce que le prince de Galles reste à sa place. Mais les Normands ne sauraient se contenter de si peu. Peu de temps après leur victoire à Hastings en 1066, ils se présentent à la frontière galloise. Il s'agit là d'une assemblée hétéroclite de chevaliers mercenaires issus des différentes familles provinciales indépendantes qui ont participé à la conquête de l'Angleterre. Bref, ce sont des Normands. De redoutables ennemis, toujours en quête de nouvelles terres à conquérir et prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Très souvent, les Normands sont présentés comme le bras armé de Dieu. Ils luttent contre les infidèles et punissent ceux qui manquent à leur serment. Ils incarnent en quelque sorte le bras droit du pape. Le Normand est l'archétype même du héros. Il n'a rien d'un homme ordinaire, ses yeux lancent des éclairs et il est au-dessus des lois. Un peu comme James Bond, par exemple. Il agit au nom du bien, mais il se place au-dessus des lois qui régissent les autres hommes.
De plus, il est souvent décrit comme extraordinairement cruel et impitoyable. Les chroniqueurs normands de l'époque présentent ces chevaliers comme des brutes épaisses, mais auréolés de gloire. Et c'est la réputation qu'ils ont à l'intérieur comme à l'extérieur de la Normandie. Ils se glorifient d'être indomptables et quasiment invincibles. Ce sont des hommes qui ont besoin d'être matés et surveillés de près, car on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. On n'aimerait pas les croiser dans une ruelle en pleine nuit. On n'aimerait pas non plus les croiser près de la frontière du Pays de Galles, même en plein jour. Jamais les Gallois n'ont vu pareille machine de guerre. Les Normands disposent des armes les plus avancées de l'époque. Tous sont en mission commandée pour un baron ou un seigneur. Mais au fond, ils ont une âme de bandits prêts à s'emparer de toutes les terres qui leur font envie. Armés jusqu'aux dents, leur cavalerie et leur infanterie font des ravages dans les rangs des Gallois qui osent leur résister. Le pays est à la merci de leurs féroces attaques. Les Normands ne conçoivent pas l'expansion territoriale en termes de conquête d'un pays. Ils s'emparent des terres qu'ils trouvent sans se dire auparavant « Tiens, et si on envahissait l'Angleterre ?» En fait, ils prennent ce qu'ils croisent sur leur chemin. C'est comme ça qu'ils ont étendu leur territoire jusqu'à l'Italie méridionale, la Sicile, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et naturellement l'Angleterre. À leurs yeux, chaque parcelle de terre est une richesse qu'ils ajoutent à leurs acquis. Ils sont comme des multinationales. Ils implantent des succursales de leur pouvoir dans différentes régions de leur empire. L'empire normand comprend désormais de vastes domaines gallois. Les querelles internes continuent de déchirer le Pays de Galles. Les guerriers gallois sont toujours aussi mal équipés et rien ne semble pouvoir arrêter la progression des Normands. Ils construisent les traditionnels châteaux à mottes qu'ils transforment aux endroits stratégiques en forteresses imprenables. Le château de Chepstow, dans le sud-est du Pays de Galles, en est un parfait exemple. Une fois terminée leur violente campagne d'invasion, les Normands doivent rapidement consolider leur position pour s'implanter durablement. Car ils restent malgré tout minoritaires dans la région. Ces imposantes forteresses sont les symboles de leur autorité. Ils ont besoin de se montrer forts s'ils veulent s'imposer dans cette zone frontière si particulière. C'est une région qui n'est ni vraiment galloise, ni vraiment anglaise, comme une sorte de zone intermédiaire. Au niveau politique, elle n'est administrée ni par le Pays de Galles, ni par l'Angleterre. C'est également un pays où se rencontrent deux cultures, deux populations et deux systèmes économiques différents. Il s'agit donc d'une contrée tout à fait hybride. Au-delà de cette région unique en son genre, s'étend le pays purement gallois. Celui-ci parvient d'abord à maintenir son indépendance, mais les assauts répétés des Normands finissent par avoir raison de lui. En 1284, le statut de Rhuddlan marque la capitulation du Pays de Galles, qui devient officiellement une terre conquise. Autour des châteaux construits par les Anglais, la culture galloise disparaît presque au profit de celle de l'envahisseur. Ces impressionnants édifices sont aujourd'hui les symboles grandioses de la soumission d'une nation. Mais puisqu'une nation est fondée par sa population, seule sa population peut la dissoudre. Or, les Gallois ne renonceront jamais au Pays de Galles, et ils continueront de constituer une nation à part entière. Édouard Ier, roi d'Angleterre francophone, a néanmoins réussi à soumettre le pays à son autorité. Cependant, il sera surtout célèbre pour avoir tenté de placer l'Écosse sous le joug de l'Angleterre. L'Écosse médiévale est un royaume hétéroclite habité par divers peuples. À l'intérieur de ses frontières, qui ne cessent de bouger, se côtoient les Pictes, les Gaëls, les Britons,
les Scandinaves et les Angles. Pourtant, grâce à son système monarchique, un sentiment d'unité nationale commence à émerger. Édimbourg est aujourd'hui la capitale de l'Écosse et le siège officiel de son gouvernement. Cet état de fait remonte seulement au XVe siècle. Sur les remparts du château de la ville, on perpétue d'anciennes traditions. Les Britanniques prennent un grand plaisir à reconstituer ce genre de scène d'apparat militaire. C'est une tradition qui renforce les mythes fondateurs d'un pays. Dans l'enceinte du château, les murs sont ornés du portrait des chefs et des rois écossais qui se sont succédés. La place d'honneur est réservée au roi Kenneth MacAlpine, souverain du IXe siècle et ancêtre commun de la généalogie des rois d'Écosse. Mais, au contraire du pays de Galles, l'Écosse médiévale possède une lignée royale ininterrompue. Kenneth MacAlpine est intronisé ici, à Scone, inaugurant ainsi une longue tradition. L'influence et l'autorité des souverains qui lui succèdent grandissent peu à peu au sein du royaume. À l'époque de la conquête normande, quelle place occupe la maison royale d'Écosse? Et si vous aviez posé la question au roi d'Écosse de l'époque, il aurait sans doute répondu « Je suis un membre à part entière du Club des rois d'Europe ». Malgré tout, si l'on étudie les mariages que concluaient les rois écossais, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas vraiment sur un pied d'égalité avec les rois d'Angleterre, d'Allemagne et de France. Mais il y a du progrès. Au XIIIe siècle, pour la première fois, un roi écossais épouse la fille légitime d'un autre souverain. Avant cela, les rois écossais épousaient de simples filles d'aristocrates, ou alors des filles de rois, mais illégitimes. Les Normands ont envahi le pays de Galles. Les Écossais choisissent de les inviter chez eux. Le premier à les accueillir est le roi Macbeth, un monarque bien différent de celui dépeint par Shakespeare. Afin que le pays ne devienne pas une terre conquise de plus, les souverains d'Écosse s'efforcent de développer de bonnes relations avec leurs nouveaux voisins du Sud. Sous l'égide de la maison royale, des ordres religieux d'origine latine font leur apparition. Melrose est la première abbaye cistercienne à s'implanter en Écosse. D'autres suivront. À la grande consternation du clergé écossais, les pratiques religieuses de l'Église latine s'imposent peu à peu, y compris le célibat. Cependant, malgré tous leurs efforts, les souverains écossais ne jouissent toujours pas du même statut que leurs homologues anglais. Aux yeux du roi d'Angleterre, la supériorité de son trône ne faisait aucun doute. Quand la situation devenait critique, il réaffirmait sa souveraineté sur le roi d'Écosse qu'il traitait comme un roi de seconde classe. Pour lui rappeler son infériorité, il a tout fait pour l'empêcher d'accroître le prestige de sa couronne. Par exemple, la maison royale d'Écosse voulait ajouter 2 éléments à la cérémonie d'intronisation. L'onction du nouveau roi avec de l'huile sainte, qu'il assimile ainsi à un prêtre, et la cérémonie religieuse du sacre. Cela aurait permis de relever le prestige et le statut de la monarchie écossaise. Mais pour cela, il fallait obtenir l'autorisation du pape, et le roi d'Angleterre s'est arrangé pour faire échouer chacune des demandes écossaises. Finalement, la royauté écossaise parvient à ses fins. Un Écossais est sacré roi. Il devra cependant défendre sa couronne face à Édouard Ier d'Angleterre, puis face à son fils. Il est devenu aujourd'hui une véritable légende, et son histoire appartient au mythe fondateur de la nation écossaise. Son nom est Robert Ier Bruce. Il est le descendant direct d'un baron qui a combattu aux côtés de Guillaume le Conquérant à Hastings en 1066. L'Irlande est la 3e nation celte qui subit les assauts des Normands. De toute son histoire, elle n'a jamais été conquise.
si ce n'est par la nouvelle religion prêchée par saint Patrick. Son système politique est profondément enraciné dans une tradition des plus anciennes. Au sommet de la colline de Tara, les hauts rois d'Irlande sont élus. Il n'existe aucune dynastie royale établie. La vie politique de l'Irlande a souvent été dominée par la religion. Ce sera le cas une fois encore. Sous le maître-autel de la basilique Saint-Pierre de Rome, serait ensevelie la dépouille du premier pape de l'Église chrétienne. L'édifice abrite également le tombeau du seul souverain pontife anglais, Adrien IV. Dépendant de la protection des Normands, le pape leur a offert autrefois l'Italie méridionale et le royaume de Sicile. Pour s'assurer le soutien des Normands du Nord, Adrien IV concède à Henri II, peu après 1150, le droit d'inclure l'Irlande dans son royaume. Toutefois, il ne s'agit pas seulement pour lui de gagner la faveur des Normands. Adrien est un pape aux idées réformatrices, et ses représentants lui ont raconté les pires horreurs sur l'Église irlandaise. Les Irlandais ne sont pas des hommes, mais des animaux qui se vautrent dans le vice, a conclu l'un d'eux. Adrien est profondément choqué par les coutumes permissives de la société irlandaise et par l'organisation quasi tribale de son Église. Il imagine qu'Henri II entreprendra de réformer le pays. Celui-ci attendra une quinzaine d'années avant de répondre aux attentes du pape. Tout commence en 1166 dans la province du Leinster, où les habitants se sont unis pour se débarrasser de leur tyran, le roi Dermot MacMurrough. Ce dernier demande alors à Henri II de l'aider à rétablir sa souveraineté. Pendant ce temps, en Angleterre, dans le château de Pembroke, un autre réprouvé attend son heure, Richard de Clare, un baron normand plus connu sous le nom de Strongbow. Malgré son appel à l'aide, Dermot n'obtient rien d'autre d'Henri II qu'une série de lettres annonçant que toute assistance offerte au tyran déchu serait approuvée par le roi d'Angleterre. L'une de ces missives arrive à Pembroke et Strongbow saisit sa chance. Le marché est vite conclu. Si Strongbow et ses chevaliers aident Dermot à récupérer son royaume, celui-ci lui donnera sa fille en mariage, faisant de lui l'héritier de la couronne d'Irlande. Arrivé dans le Leinster, l'armée de Strongbow déjoue la contre-offensive irlandaise en poussant devant elle un troupeau de bestiaux. D'après les historiens du pays, l'Irlande est perdue ce jour-là. Dermot est prié de remplir sa part du contrat, et l'union de sa fille avec Strongbow est célébrée sur le champ de bataille. Quant à Henri II, les affaires politiques de l'Irlande lui importent peu. Sa préoccupation principale, remettre au pas l'archevêque de Canterbury, qui lui cause bien des soucis. Il s'agit pourtant de son ancien chancelier, qu'il a nommé lui-même archevêque, Thomas Becket. Comment l'ancien ami du roi est-il devenu un tel fauteur de troubles? Becket est un personnage fascinant dont on ne connaîtra jamais vraiment les motivations profondes. À mon avis, son revirement n'est pas dû à une conversion religieuse. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un homme extrêmement consciencieux dans son travail. Quand il devient archevêque, il s'aperçoit vite qu'il est complètement dépassé. Il n'est pas moine comme l'étaient ses prédécesseurs, et il a beaucoup d'ennemis. Tel Gilbert Folliot, qui dit de lui qu'il a toujours été stupide. À peine est-il nommé à Canterbury qu'il fait faux bond à ses évêques par 2 fois. Après cela, il a dû se dire qu'il ne ferait plus cette erreur. Déterminé à ne plus céder devant le roi, il fait preuve désormais d'une obstination qui rend très difficile toute négociation avec Henri II. Désormais rivaux, les deux hommes s'affrontent notamment sur la question du contrôle de l'Église d'Angleterre. Un jour, Henri s'exclame «
Qu'on me débarrasse de ce prêtre gênant. Qu'il ait ou non à ce moment-là des intentions criminelles, ses paroles seront prises au pied de la lettre. Becket sait désormais à quoi s'attendre. Le premier de ses assassins le blesse à la tête d'un coup d'épée. Le deuxième lui porte un coup si violent que sa lame se brise sur le sol. Le troisième lui plonge son épée dans le crâne, lui arrache le cerveau et le jette sur les dalles de la cathédrale. Becket reçoit la couronne des martyrs. Mais qu'advient-il d'Henri II? Dans un premier temps, il est totalement désemparé. Il ne sait pas du tout quoi faire. Il est très inquiet car le roi de France et le pape sont manifestement furieux et il ignore comment ils vont réagir. Finalement, le jour où il se sent directement menacé, il préfère quitter son château et partir pour l'Irlande. C'est la première fois qu'un roi d'Angleterre pose le pied sur la terre d'Irlande. Comme les récits de la victoire de Strongbow ont fini par l'inquiéter, il arrive à la tête d'une immense armée. Il n'y aura aucune bataille. Le roi d'Irlande et ses évêques se soumettent volontairement à son autorité. Les traditionnels châteaux normands ne tardent pas à faire leur apparition dans les paysages d'Irlande. Les historiens irlandais font preuve d'une certaine lucidité en les appelant des châteaux anglais. Quant à Strongbow, nouveau venu dans ce royaume d'Irlande, il sait où se trouve son intérêt et accepte le fief de Leinster avec gratitude. C'est ici qu'il sera enterré, jambes croisées, en armure normande. Il restera à jamais le premier homme à avoir envahi l'Irlande. D'autres fiefs sont distribués aux chevaliers d'Henri II. Autour des châteaux qu'ils construisent s'impose un langage différent et une nouvelle culture. Bientôt, les moines latins s'installent aussi en Irlande. Mort depuis longtemps, le pape Adrien IV aurait été ravi de voir les monastères surgir les uns après les autres dans le paysage irlandais. Bien que purifiés de toute corruption et détachés des biens de ce monde, ces moines sont très actifs. En plus de pratiquer la prière et la contemplation, ils cultivent la terre, nettoient les marécages et les forêts. Bientôt en Irlande, comme dans le reste du royaume d'Henri II, les monastères deviennent les principaux moteurs de la croissance économique. Grâce entre autres à leur influence, l'Irlande change peu à peu de visage. Mais Henri II ne s'en soucie guère. À mon avis, le destin du pays de Galles, de l'Irlande et de l'Écosse lui est plutôt indifférent. À ses yeux, ces terres sont peuplées de barbares primitifs et de fauteurs de troubles. Il préfère laisser ses voisins celtes se débrouiller entre eux. Malgré tout, bon nombre d'aventuriers en quête de nouveaux territoires viennent d'Angleterre et traversent la mer d'Irlande pour chercher fortune. Malgré leur nom et leur titre normand, et même s'ils parlent le français, ces hommes sont vus par les Irlandais comme des envahisseurs anglais. Ce n'est pas le cas en Écosse, mais les Anglais qui s'installent en Irlande ou au Pays de Galles préservent au maximum leur identité anglaise. Ils ne cherchent pas à se fondre dans la population. Au contraire, ils restent sur la défensive, conservant les lois et les coutumes anglaises, préservant leur langue natale et persistant à se faire appeler les Anglais. Ils créent ainsi une sorte de frontière infranchissable entre les populations locales et eux-mêmes. À cause de cette frontière, le pays paraît souffrir d'un dédoublement de personnalité. Les Anglais ne veulent absolument pas devenir Irlandais, mais il y a une foule d'Irlandais qui souhaiteraient devenir Anglais. C'est la fin de l'indépendance de l'Irlande. Jamais le pays ne la recouvrera tout à fait. L'abbaye de Fontevraud dans la vallée de la Loire. Au XIXe siècle, la reine Victoria elle-même envoie une lettre au préfet de la région. Elle lui demande que les dépouilles de l'une des cryptes familiales de l'abbaye soient exhumées et expédiées à Londres.
Après avoir longuement réfléchi, le préfet refuse d'accéder à la requête de la reine d'Angleterre. À ses yeux, ces anciens souverains sont citoyens français d'origine, et c'est en France qu'ils doivent reposer à jamais. À la tête de ce petit groupe, Henri II, roi d'Angleterre, qui hérita d'un empire et le fit prospérer. À ses côtés, sa reine, Aliénor. Elle lui donna 5 fils, dont 2 seulement survécurent à leur père. L'un d'eux est l'archétype du héros des romans de chevalerie, Richard Cœur de Lion. L'autre, le fils préféré du roi, qui lui offrit l'Irlande, joue le rôle du méchant de l'histoire. Il s'agit de Jean Santerre. Durant les 20 premières années de leur mariage, Henri et Aliénor sont des partenaires pleins de fougue, aussi bien comme amants qu'en tant que souverains. Mais le roi écarte finalement son épouse du pouvoir et de son lit. Tandis que son mari accumule les maîtresses, la reine reste avec ses souvenirs. Cependant, Aliénor refuse d'accepter sa nouvelle situation sans rien faire. Ce n'est pas une femme qui se complaît dans la nostalgie. Les années ont peut-être altéré sa beauté, mais son intelligence est intacte. Elle met au point une stratégie qui devrait lui permettre de renverser le roi, son époux. Elle connaît le point faible d'Henri. Ce sont ses fils. Elle entreprend de les convaincre que leur père les prive de leur pouvoir légitime et porte atteinte à leur honneur. En 1189, le fils favori d'Aliénor, Richard, finit par mordre à l'hameçon. Il déclare la guerre à son père, remporte la victoire et soumet le vieux roi à une paix humiliante. Celui-ci meurt 2 jours plus tard, le cœur brisé. Quelques jours après un somptueux couronnement, le roi Richard part en Terre Sainte participer à la 3e croisade. Durant son absence, son frère Jean administre le royaume et prend goût aux affaires de l'État. Quand Richard est capturé sur le chemin du retour, en 1192, Jean annonce sa mort et s'autoproclame roi. L'Angleterre paie très cher les expéditions du roi Richard. Il faut attendre 2 ans avant qu'il soit enfin libéré des geôles de l'empereur germanique Henri VI. 2 années d'angoisse pour l'Angleterre et de chagrin pour sa mère. À son retour, il s'installe au château Gaillard, au bord de la Seine, d'où il reprend peu à peu le contrôle de la Normandie. Il passe désormais peu de temps sur le sol anglais, qui a pourtant payé le prix fort pour sa libération. La rançon exigée par ses ravisseurs était énorme, et Aliénor a dû employer tous les moyens politiques dont elle disposait pour s'en acquitter. Finalement, cette libération a coûté 34 tonnes d'or à l'Angleterre, et le royaume est au bord de la faillite. Quelques années plus tard, Richard s'expose à nouveau sur un champ de bataille français et il y trouve la mort. Une flèche perdue l'a atteint au niveau du cou et la gangrène s'est installée dans la blessure. Son cœur est soigneusement extrait de sa dépouille, puis rapatrié à Rouen, où il est enseveli dans la cathédrale. C'est sans doute ce qu'il aurait souhaité, car Rouen était à ses yeux la véritable capitale de son royaume, bien plus que Londres. À l'époque, il était courant d'ôter certains organes du corps des défunts. Voilà pourquoi seul le cœur de Richard repose à Rouen, aux côtés de l'effigie de sa reine. Les dépouilles des 2 souverains sont pour leur part inhumées dans le caveau familial de l'abbaye de Fontevraud. Aujourd'hui encore, les Anglais vénèrent le roi Richard, dont le cœur appartenait pourtant à la France. À sa mort, son frère Jean devient enfin roi légitime d'Angleterre. Il doit néanmoins affronter un ennemi de taille de l'autre côté de la Manche, Philippe Auguste, l'un des plus grands rois de France. Depuis 1066, le pouvoir des rois d'Angleterre n'a cessé de s'accroître,
ce que la dynastie royale française voit naturellement d'un mauvais œil. Les Capétiens ripostent en menant une campagne de relations publiques de grande envergure et particulièrement efficace. Les églises françaises deviennent de somptueuses vitrines destinées à rappeler à tous les droits divins dont jouit le roi de France. Magnifiée, l'histoire de France est aussi largement exploitée. Si le roi d'Angleterre possède un vaste territoire en France, il ne faut pourtant pas oublier que le roi de France en est le souverain suprême et que son autorité lui vient de Dieu. Les Capétiens n'ont de cesse de mettre en avant leurs liens ancestraux avec Charlemagne, et pour ce faire, ils n'hésitent pas à réécrire l'histoire. La stratégie de Philippe Auguste commence à porter ses fruits. Aux yeux de son peuple, le roi de France est désormais un souverain semi-divin qui ne tire pas son autorité de ses prouesses militaires, mais du Tout-Puissant lui-même. Si Jean a légalement hérité d'un royaume, il n'a malheureusement aucun talent pour le gouverner. Il a en revanche le don de se faire des ennemis. Il est à couteau tiré avec le pape, et de chaque côté de la Manche, ses barons se méfient de lui, tout comme sa propre mère. Finalement, l'hostilité qui règne entre Philippe Auguste et Jean dégénère en guerre ouverte. Leurs deux armées s'affrontent sur la plaine de Bouvines, dans le nord de la France. Pour les Anglais d'aujourd'hui, 1214 n'a pas la même puissance évocatrice que 1066. Pour les Français, c'est la date d'une grande victoire nationale. La France triomphante récupère les territoires qu'elle avait perdus: l'Anjou, le Maine, la Touraine, la Bretagne et la Normandie. Cette victoire a des conséquences considérables à la fois pour les Français et pour les Anglais. Une fois que le roi de France a reconquis ces terres et les a inclus à son royaume, il n'est plus possible d'avoir à la fois un domaine en Normandie et un autre en Angleterre. Jusqu'ici, cela ne posait pas de problème puisque le roi d'Angleterre était aussi duc de Normandie. Mais désormais, c'est le roi de France qui règne sur la Normandie. Les barons doivent donc choisir. Soit ils gardent leur domaine en Normandie, se soumettent à l'autorité du roi de France et abandonnent leurs terres en Angleterre, soit ils restent en Angleterre et renoncent à leur propriété française. C'est une période cruciale pour la formation de l'identité politique anglaise. En effet, le pays se referme sur lui-même et devient peu à peu omnubilé par le concept d'identité nationale. Auparavant, il faisait partie intégrante d'un empire féodal bien plus vaste, normand ou angevin. À présent, le roi d'Angleterre réside dans son pays, tout comme l'aristocratie, ce qui est vraiment très nouveau. Ceux qui s'enorgueillissaient d'être normands deviennent anglais à part entière. Ils doivent désormais assumer leur identité géographique et nationale. À cet égard, on peut dire qu'au XIIIe siècle, l'Angleterre redevient un pays xénophobe, au sens propre du terme. Alors qu'elle a vécu sous l'autorité normande, comme partie intégrante d'une Europe internationale, elle retrouve peu à peu sa nature insulaire. Aujourd'hui encore, l'identité de l'Angleterre semble reposer sur cette insularité, et la Manche reste une frontière naturelle. À l'époque, les Français commencent eux aussi à prendre conscience de leur identité nationale. Les régions telles que la Normandie et l'Aquitaine perdent peu à peu de leur importance. Ce qui compte à présent, c'est l'idée de la France en tant que pays, avec une population unie derrière une identité commune. Désormais surnommé Jean sans terre, le roi d'Angleterre doit affronter une révolte engendrée par sa défaite en France. Depuis le début de son règne, il traite ses barons avec un mépris injustifié. Les pertes sévères qu'il a essuyées en France l'obligent désormais à céder à leurs exigences.
Celles-ci sont regroupées dans l'un des documents les plus célèbres de l'histoire médiévale. La Grande Charte, ou Magna Carta, considérée par les historiens comme le premier texte constitutionnel de l'Angleterre. Ces 63 articles sont le fruit des plaintes des barons anglais. Ils demandent entre autres l'interdiction des procès sans témoins et des arrestations arbitraires, et ils exigent que le roi lui-même soit obligé d'obéir à la loi. La Grande Charte rédigée en 1215 tourne une page de l'histoire européenne. Une époque qui a commencé à l'aube de l'an 1000, dans une paix relative après les pillages des païens du Nord et les offensives des barbares de l'Est. Depuis longtemps minée par la corruption, l'Église chrétienne a entamé un long travail de réforme. L'agriculture s'est développée et perfectionnée, la population a augmenté, les pays se sont enrichis et l'économie a pris son essor. C'est dans ce contexte que les Normands se sont imposés en Europe. Leur histoire est remarquable, en grande partie préservée entre les murs de somptueux édifices. Aujourd'hui encore, les œuvres de leurs architectes restent impressionnantes. La plupart des monastères normands ont subi les outrages du temps, mais leurs ruines rappellent la grandeur de leur passé. Ces centres religieux d'autrefois étaient également les seuls foyers intellectuels d'Europe. Ils étaient aussi les principaux moteurs de la croissance économique. D'autres ruines rappellent la guerre, les territoires perdus, l'indépendance nationale bafouée, le sang versé. L'histoire des Normands met en lumière les bouleversements vécus par un continent tout entier. Le succès du peuple normand coïncide dans le temps avec ce qu'on peut appeler l'essor de l'Europe. Celle-ci était jusqu'alors un petit continent cerné de toutes parts, toujours sur la défensive, persuadée de sa fin prochaine. Soudain, elle prend confiance en elle et passe à l'offensive, comme le montrent les croisades, l'expansion territoriale des Normands, la nouvelle croissance économique, l'explosion démographique. Ce sont autant de phénomènes qui contribuent à construire l'Europe. Elle se met à croire en elle-même et adopte des normes communes. À un certain niveau, elle se voit même porteuse de valeurs universelles. Ce n'est pas un hasard si le succès des Normands coïncide avec cette envolée de l'Europe. Il s'agit en fait de deux facettes d'une même histoire. Dans la cathédrale de Worcester gît le cadavre d'un roi. C'est Jean, le souverain tristement célèbre, le premier roi d'Angleterre depuis 1066 qui soit né et qui soit mort sur les terres de son royaume. Malgré sa couronne anglaise, le français était sa langue natale. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que la monarchie anglaise renonce définitivement à ses prétentions au trône de France. Des deux côtés de la Manche, les Normands ont participé à la construction de l'Europe. Ils ont creusé les fondations des États souverains de France et d'Angleterre.